C'est connu, il constitue la première cause de consultation, d'hospitalisation et même de mortalité au Burkina. Vous l'aurez compris, il s'agit du paludisme. En cette période propice à la survenue de la maladie, les initiatives sont légion pour indiquer la maladie. Avec quels résultats? Nous irons dans la boucle du Mouhoun pour le constat. Nous serons également dans le sud-ouest pour un autre constat, celui de l'occupation de certains scolaires en cette période de vacances, menuiserie, couture ou encore mécanique. Aucun métier n'est boudé par certains soucieux d'apprendre mais aussi de se faire des sous. Vous les verrez à l'œuvre dans cette édition. Et puis tournée d'adieu d'Angela Merkel, la chancelière allemande, était au Kremlin, une occasion de revisiter les relations bilatérales faites de tension et de coopération. L'affaire Alexei Navalny s'est également invitée au débat. Voilà pour le sommaire. Bonjour et merci de nous recevoir chez vous, Politique, pour ouvrir ce journal avec l'Union pour la République UPR qui prépare activement son prochain congrès. Face à la presse ce matin, les membres du bureau politique ont fait le point des préparatifs. L'occasion fut belle pour jeter un regard introspectif sur la vie du parti et celle de la nation. Le compte rendu de Adama Giti et Nyakiteda. L'Union pour la République UPR est-elle en déclin? Oui, répond son président, pour qui c'est aussi un moment de tirer tous les enseignements nécessaires pour mieux rebondir sur l'échiquier politique. Et l'une des solutions immédiates, un congrès extraordinaire prévu le 11 septembre prochain à Dédougou. Un rendez-vous de tous les enjeux pour discuter des maux qui gangrènent le parti. L'UPR a participé aux élections législatives de novembre dernier avec au compteur 0 siège à l'Assemblée nationale. Ne pas se poser les bonnes questions, ce serait utopique. Donc, nous n'avons pas voulu débattre dans un autre cadre qu'un cadre statutaire. Et le cadre statutaire, c'est le Congrès. Est-ce que c'est la direction du parti qui n'est pas conforme aux aspirations? Est-ce que c'est nos responsables au niveau provincial qui doivent combler des manques qu'ils ont? Et surtout, avons-nous présenté les bons candidats? Se prononçant sur la situation nationale, le président de l'UPR condamne avec la dernière énergie les attaques des groupes armés. Une situation qui, de son avis, doit unir plus que jamais le peuple burkinabé, la classe politique ainsi que les organisations de la société civile pour lutter efficacement contre le terrorisme. Notre salut ne peut se trouver dans la division ou la passivité d'un grand nombre d'acteurs. Nous devons faire face ensemble au terrorisme, à la Covid-19 et au coût élevé des produits de consommation courante. S'il y a une majorité, une opposition et des organisations de la société civile, c'est parce que le Burkina Faso existe. Faut-il dans ce cas, pour la défense de ce territoire, que nous revendiquons tous qu'il y ait des Burkinabés qui combattent et d'autres qui jugent leurs actions? Nous disons non. L'Union pour la République est créée en 2004 et son siège est à Dédougou, dans la province de Mouhoun. Allons prendre le pouls de la campagne agricole dans la région de l'Est. Le chef du département ministériel était dans la zone de Diapangou. Là, Salifou Ouedraogo a constaté l'effectivité et l'impact des appuis du gouvernement et apprécié l'évolution de la campagne. Et malgré la répartition mitigée des pluies dans le temps et dans l'espace, l'espoir est permis quant à l'atteinte des objectifs prévisionnels dans la région. Presley Thiemtore et Jérôme Tendano. Lantargou, dans la commune rurale de Diapangou. Première étape de la visite du ministre de l'Agriculture dans la région de l'Est. Salifou Ouedraogo découvre ici l'exploitation de la coopérative Boyaba, 1,5 hectare de niébé dont les intrants sont fournis par les services techniques de l'agriculture. C'est l'occasion de dire merci et de soumettre de nouvelles doléances. Les techniciens de l'agriculture nous ont apporté la semence et l'engrais. À ce niveau, nous n'avons plus de difficultés. Notre problème aujourd'hui, c'est la conservation après les récoltes. Sur place, le projet Nertamba promet des sacs à triple fond pour la coopérative Boyaba. La délégation met ensuite le cap sur Topaou.
à une quinzaine de kilomètres au nord de Diapangu. Il faut lui dire que moi j'ai enlevé son habit de portée. L'on peut maintenant visiter le champ de Taladi Jean-Pierre Naba, également bénéficiaire de l'appui du département de Salifou Ouedraogo. 19 hectares repartis en plusieurs spéculations. J'ai bénéficié de 4 charrues, 2 bœufs, 2 ânes, d'une charrette et de la semence pour diverses variétés. Je suis vraiment content. Maintenant, nous sollicitons plus de formation. C'est une zone à forte production et l'année dernière, cette zone a fortement contribué à l'atteinte de nos objectifs au niveau du ministère. Ce qui veut dire que nous allons être attentifs et surtout encourager l'ensemble de nos collaborateurs et surtout les acteurs du monde rural tels que la CERA, la CPF, pour qu'ensemble nous puissions toujours encourager les producteurs à vraiment entretenir les champs, à suivre les itinéraires techniques. Parce que ici, s'il y a un bon suivi des itinéraires techniques, on voit quand même un bon développement des cultures et cela augure quand même de bonnes perspectives. Quelques attaques de la chenille légionnaire et des pucerons sont rapportées au ministre de l'Agriculture. Salifou Ouedraogo salue l'efficacité des traitements phytosanitaires et invite l'ensemble des acteurs à renforcer la surveillance. Avec un taux de 12%, la région de l'Est est classée 3e en matière de malnutrition au Burkina, selon une étude du projet Yidgri de USAID. Elle est précédée du Sahel et du Centre-Nord. Cette dernière enregistre 25% de taux de malnutrition, la donnant première. L'ensemble des conclusions de l'étude a été présenté aux forces vives de la région ce jeudi et nous en savons davantage avec Martin Ouedraogo et Jacques Ouedraogo. La région du Centre-Nord possède le taux de malnutrition le plus élevé au Burkina Faso avec 25%. C'est ce qui ressort de cet atelier de validation des résultats des enquêtes menées par le projet USAID Yidgri. Après le Centre-Nord viennent les régions du Sahel avec 17% et de l'Est avec 12%. La situation est préoccupante selon les responsables régionaux en charge de la santé. Dès le premier semestre, nous avons dépassé les cas attendus de malnutrition aiguë sévère que nous devrons recruter. On le connaît tous, notre région est confrontée à des aléas climatiques depuis un certain nombre d'années. À cela, donc, se sont ajoutées d'autres crises, comme la crise sécuritaire, qui ne permet donc pas de rester dans les différents champs et de produire, ainsi que la situation, la crise sanitaire liée à la Covid, qui ont beaucoup bouleversé notre production. Par conséquent, dans les régions du Centre-Nord, de l'Est et du Sahel, la prévalence de l'anémie chez les femmes est au-dessus de 70% et de plus de 80% chez les enfants d'âge scolaire. Ces taux de prévalence sont donc considérés par l'OMS comme un grave problème de santé publique car ils dépassent largement le seuil de 40%. Et le projet USAID Yidgri se dit toujours prêt à accompagner ces populations. Pour nous, c'est vraiment une priorité parce qu'avec la nutrition bonne, on peut faire tout. Et sans ça, c'est vraiment difficile. Donc voilà, nous sommes ici pour soutenir le gouvernement de Burkina Faso pour développer les marchés et la nutrition des peuples burkinabés. Au Burkina Faso, la population nécessitant une assistance alimentaire immédiate est estimée à plus de 2 millions de personnes. Ces personnes représentent 10% de la population burkinabé et sont concentrées dans les régions du Centre-Nord, du Sahel, du Nord et de l'Est. Elles sont constituées en partie de populations déplacées en raison de l'insécurité qui les a obligées à abandonner leur culture, leur bétail et leurs moyens de subsistance. Parlons lutte contre le paludisme à présent et nous nous rendons dans le district sanitaire de Tougan. Là, les agents de santé multiplient les initiatives pour endiguer la maladie. Initiatives qui allient sensibilisation et chimioprévention avec des résultats tangibles, nous disent Yves Rwamba, Edouard Ouedraogo et Draman Sou. Allô, Samia Damne, Nasso, Fanoyota Damne. Ces agents de santé et leurs collaboratrices tentent de bouter le paludisme hors du district sanitaire de Tougan. Ici, dans ce CSPS situé à Kassan, à une dizaine de kilomètres de Tougan, les agents de santé ont enregistré 17 patients souffrant du paludisme
dont 2 enfants de moins de 59 mois dans la dernière semaine du mois de juillet 2021. Le paludisme constitue la première cause de consultation. Sur 50 patients, si on veut voir le diagnostic de chaque malade, on va trouver que sur les 50, en cette période précise-là, c'est au moins 30 personnes sur 50 font le paludisme. Le mois passé, avec la consultation des enfants, chez nous par exemple, on était à 160 et ce mois-ci, on s'est retrouvé avec 80 enfants. C'est vrai que tout n'était pas palu, mais ça a diminué. Avec la campagne, ça a vraiment diminué les cas. Des chiffres en baisse, certes, il ne faut cependant pas baisser la garde, indiquent ces agents de santé. Je prends comme exemple cette semaine, nous avons transmis 20 cas de paludisme simple. Et sur les 20 cas de paludisme simple, nous avons remarqué que seulement 2 relèvent des enfants. Les ASBC nous appuient beaucoup dans la sensibilisation avec les VAD, les visites à domicile, ils suivent les femmes depuis les domiciles. Ces suivis jusqu'au domicile permettent de sensibiliser certains ménages sur l'élimination des eaux stagnantes, cause de la prolifération des moustiques. Lors de la campagne, il y a le volet sensibilisation qui est là. Donc chaque distributeur, les deux, il y a un qui administre et puis l'autre, lui mène la sensibilisation sur l'hygiène des ménages, des habitations. Le médicament est efficace. Depuis que l'enfant prend les médicaments de paludisme, ça va. En plus des soins administrés aux patients souffrant de paludisme, les hommes et femmes en blouse blanche partagent les conseils avec les accompagnants des malades. Parce que d'abord, le médicament même se donne en fonction du poids. Plus l'enfant, la personne a du poids, on parle de la population générale, plus la personne a le poids et son poids augmente, plus les doses augmentent. Donc quand nous prenons la dose adulte, où il faut administrer 4 comprimés matin, 4 comprimés le soir pendant 3 jours, le médicament ne dépasse pas 300 francs. C'est pour dire que ça a été subventionné à un certain niveau pour permettre à tout le monde, à tous ceux qui souffrent du paludisme, de pouvoir quand même avoir accès aux médicaments et puis se soigner. Au Burkina Faso, le paludisme est l'une des premières causes de consultation, d'hospitalisation et de décès chez les enfants de moins de 5 ans. Dans la prévention de cette pathologie, le gouvernement a lancé le 8 juin dernier à Bobo-Dioulasso la campagne 2021 de la chimioprévention du paludisme saisonnier. Une campagne qui va permettre de distribuer les produits antipaludiques à plus de 4 millions d'enfants de 0 à 59 mois. Ils sont en vacances, mais pas question de tourner les pouces à la maison. Plusieurs scolaires mettent à profit ces vacances pour apprendre un métier, soudure, couture, menuiserie bois ou encore mécanique. Ils sont nombreux ces métiers qui attirent de plus en plus. Ça permet à certains de préparer la rentrée prochaine. Constat dans la ville de Gawa avec Elvis Tuina et Romial Patis Atoué. Abdul Aziz Sissé a fait la classe de CM1 l'année scolaire écoulée. En attendant le début de l'année scolaire 2021-2022, le jeune homme a décidé de mettre à profit ses vacances pour apprendre un métier. Et c'est la soudure que Aziz a décidé d'apprendre. Je suis venu pour apprendre à travailler. Parce que si tu n'apprends pas, tu ne vas pas avoir de l'argent. Je suis là il y a longtemps. Mais qu'est-ce que tu as appris déjà? Tu as appris à faire quoi? J'ai appris à mêler, à souder, à couper, à couper. À quelques mètres de Abdul Aziz, Edouard Somé, lui, a décidé d'apprendre à faire de la menuiserie bois. C'est très courant dans la cité de Bafouji de rencontrer pendant les vacances des élèves qui s'adonnent à des activités génératrices de revenus et qui apprennent en même temps des métiers. Si je fréquente et si je travaille ici aussi en même temps, si je ne gagne rien à l'école, je peux gagner aussi quelque chose dans la menuiserie. Quand je fais mes petits trucs, je peux les vendre pour gagner mes sous. J'ai appris beaucoup de choses. Je peux faire table, des porte-manteaux, des porte-rideaux, tout. Tout ce qu'on me donne de faire, je peux faire. Sauf les chaînes et les lits. Ça, je n'ai rien à faire à la maison. Je suis venu pour apprendre à réparer la moto, faire la mécanique. Didier Somé est responsable d'un atelier de menuiserie bois de la place. Chaque année, le jeune entrepreneur reçoit des élèves, garçons comme filles, qui désirent manier avec dextérité le bois. J'ai 5 élèves qui travaillent avec moi. Et ils veulent vraiment apprendre parce que quand ils arrivent ici, ils se sentent à l'aise.
ils se sentent vraiment à l'aise, ils se retrouvent entre eux, voilà. Bon, il leur arrive souvent que l'un d'entre eux demande à l'autre, ça c'est quoi, c'est un marteau, ça c'est quoi, c'est une scie. Apprendre un métier pendant les vacances pour un élève est une initiative à saluer selon les spécialistes de l'éducation. C'est une très bonne initiative parce que quand même ça permet à l'enfant d'être occupé pendant ses vacances, de pouvoir faire quelque chose, de pouvoir mener un métier. Donc déjà que l'enfant arrive à s'occuper, il choisit donc le métier qu'il veut faire, la menuiserie, la soudure, etc. Il revient aux parents de savoir exactement quel métier l'enfant a envie de faire. Comme on avait déjà pris peut-être pour les filles, est-ce que la coiffure, est-ce que c'est la couture? Lorsqu'on se rend compte qu'en fait l'enfant a vraiment à l'amour, on essaie donc de l'accompagner. Mais attention, prévient Ampougi Lankwandé, il ne faut ni surcharger les élèves, ni les contraindre à mener quelques activités que ce soit qu'ils n'aiment pas. Il y a aussi des métiers pendant les vacances qu'il faut souvent aussi éviter quand vous prenez au niveau des débits de boissons. Les débits de boissons pour un enfant, ce n'est pas logique parce qu'on sait l'enfant c'est quelqu'un qui émite, qui essaie. Est-ce qu'il ne va pas essayer de goûter un peu pour voir ce que c'est? Et ça peut porter des préjudices. Et vous savez aussi que dans les débits de boissons, ce n'est pas toujours un milieu où les sources sont toujours catholiques. Il faut en plus de ces activités d'apprentissage, permettre aux élèves de s'amuser et de s'épanouir pleinement pendant cette période libre. Sinon, les élèves pourraient reprendre le chemin de l'école, tout stressés et surchargés dans la tête. Eux ont choisi Camp Vacances Basket pour meubler leurs vacances scolaires. Cette année encore, les initiateurs ont voulu joindre l'utile à l'agréable en organisant une séance de sensibilisation. Sujet choisi, les méfaits de la drogue. Et les 300 participants devront être des relais auprès de leurs camarades. Le reportage de Rasmane Zundi et Olukoda. Au camp vacances basketball, les éditions se succèdent mais ne se ressemblent pas. À chaque édition, sa particularité, au-delà de l'objectif principal qui est de donner l'amour du basketball aux enfants, le promoteur attire leur attention sur les maux qui minent aujourd'hui la société. Pour cette édition 2021, ce sont les méfaits de la consommation de la drogue qui sont enseignés aux tout petits pour un changement de comportement. C'est après la diffusion d'un documentaire ou c'est d'une émission 52 sur la RTB que nous avons vu les méfaits de la drogue qui faisaient ravage dans nos écoles. Et le thème de cette année étant jeunesse et changement de comportement, tous nos enfants sont déjà des élèves et il faut aussi sensibiliser ces enfants pour qu'ils soient vraiment des leaders, des basketteurs et des dirigeants de demain. Le sport comme un moyen de communication, l'association Sport, Culture et Environnement fait ici appel à Landry Ouedraogo, un spécialiste des questions de drogue qui s'est entretenu avec les 300 enfants qui prennent part à cette 23e édition du camp vacances basket. Nous avons développé des thématiques liées à la connaissance même de la drogue. Qu'est-ce que c'est? Si on ne connaît pas quelque chose, on ne peut pas lutter contre quelque chose qu'on ne connaît pas. Nous avons abordé également les causes de la consommation de la drogue. Qu'est-ce qui pousse les jeunes, qu'est-ce qui pousse les élèves à consommer la drogue? Nous, on aime jouer au basket, il faut beaucoup courir. Si tu prends la drogue et tes organes ne sont pas bons, tu ne pourras pas tenir un bon match. Et vraiment, ça met les gens dans des situations vraiment déplorable parce que tu vas voir un camarade que tu connais bien et demain tu le vois au bord de la route. Alors je voudrais dire vraiment mes camarades, calmez-vous, les choses ont leur temps et la drogue ne fait pas partie d'aucun des camps. Naturellement que ces participants porteront l'information reçue auprès de leurs établissements. Question d'apporter leur contribution à la lutte contre la consommation de la drogue en milieu scolaire. C'est aussi l'ambition de ce camp vacances basketball qui fermera ses portes le 22 août prochain. Le médaillé de bronze aux Jeux Olympiques fait le point de son séjour au Burkina. Face à la presse et avant son départ, Hugues Fabrice Zango a dévoilé ses projets d'avenir pour lui et pour ses jeunes frères athlètes. Le point avec Urbain Benito Somé et Alain Didier Compaoré. Hugues Fabrice Zango, le médaillé de bronze aux récents Jeux Olympiques, est au soir de son séjour au pays. Avant de s'envoler pour la France où de nombreuses séances l'attendent, il s'est dit satisfait de son accueil et de l'engouement de l'ensemble du peuple burkinabé
derrière sa médaille. Je suis pleinement satisfait de l'engouement justement et de la valeur de cette médaille pour le Burkina Faso. Et justement, moi, vous avez fini par me convaincre que cette médaille valait de l'or finalement, parce que là-bas, c'était pas mon objectif de ramener le bronze. Mais voilà, finalement, je repars vraiment content d'avoir pu déjà faire ce premier pas. Pour lui, l'unanimité des Burkinabés autour de cette victoire est une invite à mieux faire dans les grands rendez-vous qui pointent déjà à l'horizon. C'est les compétitions qu'on connaît, hein. Il y a la Diamond League, il y a les championnats du monde en salle l'année prochaine, il y a les championnats du monde outdoor aux États-Unis l'année prochaine. On a déjà goûté au podium, maintenant il faut gratter des places et c'est ce que je voudrais faire justement en 2022, en 2023 et voilà, jusqu'en 2024. Hugues Fabrice Zango, au-delà de ses compétences sportives, est un athlète généreux. C'est vrai qu'avant, je me concentrais essentiellement sur le sport et mes études. Et maintenant, je suis obligé quand même d'agir et de rajouter peut-être des actions sociales ou certaines choses en fait à mon quotidien. La récompense au mérite qui me tenait à cœur. Également, le don qu'on a pu offrir en fait aux réfugiés, aux déplacés internes. Voilà, pour soutenir l'effort de guerre par rapport à l'insécurité. Il nourrit également des ambitions pour ses jeunes frères et pour le Burkina Faso. On a peut-être des filons et on a des choses que l'on peut mettre en place pour aider les plus jeunes ou des sportifs émergents en tout cas à pouvoir avoir accès à plus de compétitions ou à peut-être de meilleures structures en attendant que le Burkina se développe comme il faut. C'est un athlète comblé que le premier médaillé olympique burkinabé a quitté Ouagadougou dans l'espoir de ramener pour les prochaines fois des médailles plus brillantes que celle-ci. Et nous apprenons ce matin qu'un de nos champions, Iron Bibi, est en deuil. Cheikh Sanou vient de perdre son père, Lassina Sanou, un des pionniers de l'enseignement privé à Bobo Dioulasso. Nos condoléances au champion et à toute sa famille. Hors de nos frontières, la chancelière allemande poursuit ses tournées d'adieu, tournées qui l'ont amenée au Kremlin, une occasion de revisiter les relations bilatérales entre l'Allemagne et la Russie, relations faites de tensions et de coopération. L'affaire Alexei Navalny s'est également invitée au débat. Angela Merkel à Moscou. La chancelière allemande s'est rendue ce vendredi en Russie pour la dernière fois de son mandat. Au cœur des discussions avec son homologue Vladimir Poutine, le sort de l'opposant numéro 1 au Kremlin, Alexei Navalny. Angela Merkel a évoqué, je cite, la situation tragique de celui qui est emprisonné depuis son retour en Russie. Nous avons bien sûr parlé de la situation difficile autour d'Alexei Navalny. Nous partons du fait que la décision du tribunal concernant son emprisonnement dans une colonie correctionnelle a été prise sur la base d'une sentence que la Cour européenne des droits de l'homme a qualifiée d'arbitraire et de disproportionnée. Pour nous, c'est inacceptable et j'ai de nouveau appelé le président russe à libérer Alexei Navalny et j'ai également précisé que nous suivrons de près cette affaire. De son côté, Vladimir Poutine a vertement critiqué Alexei Navalny et sa fondation anticorruption. Il s'est également dit opposé à la proposition d'introduire des sanctions internationales contre les régimes corrompus et les hommes d'affaires qui en tirent profit. La lutte contre la corruption est une chose très importante, mais elle ne doit pas être utilisée comme un instrument de lutte politique. Nous ferons tout pour que la situation en Russie soit stable et prévisible. La Russie a épuisé sa limite en matière de révolution au XXe siècle. Nous ne voulons plus de révolution, nous voulons un développement évolutif de notre société et de notre État. J'espère qu'il en sera ainsi. Il y a tout juste un an, Alexei Navalny était empoisonné. L'opposant avait alors dû être transféré à Berlin pour y être soigné. Après plusieurs mois, il avait finalement choisi de regagner la Russie. Poursuivi par la justice de son pays, il y a été condamné en février dernier à 2 ans et demi de colonie pénitentiaire pour fraude dans une affaire largement considérée comme relevant de la répression politique. Fin de cette édition, merci à vous qui l'avez suivi. Bon week-end en compagnie de nos programmes. À demain.